caillou. Il est d'ailleurs capable de faire des dizaines de kilomètres pour aller chercher un caillou. Et une fois qu'il a son... Oui, mais pas en forme aujourd'hui. Une fois qu'il a son caillou, il ne fait pas n'importe comment. Si vous observez bien la technique, il vise, voilà, et le lance avec force sur la coquille, dans le but de faire un petit trou. Tu nous en remets un? Alors je vais cacher le trou, car une fois que le trou est fait, il ne s'embête plus avec les cailloux. C'est sur mon doigt quand même. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il utilise un outil, hein. Il ne se contente pas de le laisser tomber, il le lance vraiment avec force, oui je sais, sur la coquille. Allez, je vais le laisser faire. Alors, une fois que ce petit trou est fait, ils vont encore utiliser leur bec qui est très pratique, il est fin, donc ils le rentrent dans le trou et commencent à arracher les morceaux de coquille jusqu'à pouvoir récupérer ce qui est à l'intérieur. Ici, c'est un œuf d'autruche, hein. Ça va, un œuf en plaque, pardon, ça va assez vite. Dans la nature, ça va prendre des heures, hein. La coquille est très épaisse, mais ces petits percnoctères, ils vont aller jusqu'au bout, car un œuf d'autruche, c'est énorme, donc à l'intérieur, il y a une source de nourriture très copieuse et très riche. Vous pouvez l'applaudir, il a bien travaillé sur la musique, on n'est pas trop actif. La information, il ne s'agit pas d'un numéro de cirque. On n'a strictement rien appris à ce petit percnoctère d'Égypte. C'est quelque chose d'inné chez cette espèce. Inné, les enfants, ça veut dire qu'ils savent faire ça dès leur plus jeune âge. Allez, on va voir, il n'y a plus rien, parce qu'il faut manger la récompense. On va le laisser faire. Alors c'est maintenant qu'on fait les 5% de perte dans le public, c'est pour ça que je me cache. Hein. Pour pas en faire partie. On va agrandir très largement les envergures. On va accueillir les géants de nos montagnes, 2 mètres 80 d'envergure, un poids qui peut aller de 7 à 11 kilos. C'est quoi ça? Wow, il est énorme. Les enfants déjà, Il est magnifique. ils vont arriver au-dessus de vous timidement aujourd'hui à cause du vent. Tout le monde le connaît celui-là. Alors plus l'envergure est grande, hein, plus les trajectoires qu'on leur demande sont un petit peu compliquées là. Allez les voici, ce sont les bons pour Elle a dit de mettre d'envergure. Se faisait ressentir dans la nature, on pourrait réintroduire certains des oiseaux que vous avez vus durant votre visite. Hein. Ça s'est déjà vu en France avec le fameux faucon pèlerin, l'animal le plus rapide au monde, ou encore le grand breton d'homme. En ce qui concerne les consignes de sécurité, elles sont pas très compliquées. On va vous demander 2 choses s'il vous plaît. La première, c'est de ne pas vous lever durant la démonstration. Les rapaces vont passer très près de vous, voire au-dessus. Hein. Si vous vous levez, vous risquez une collision, et ça peut être vraiment très dangereux pour l'oiseau. Bon, un petit peu pour vous, vous allez voir, il y a quand même de bons rapaces. Et la seconde chose, ils peuvent se poser également parmi vous, donc qu'on essaie de ne pas les toucher, de ne pas les caresser. Les rapaces ont gardé un petit peu leur caractère sauvage, ils pourraient prendre ce geste de sympathie de votre part comme une agression, et défendre avec un coup de bec ou un coup de serre, et croyez-moi, ça fait un petit peu mal. Dernière information, donc première, voilà, bien vous avez vu, il y a beaucoup de vent, donc on va voir comment ça se passe avec le vent, et surtout, on a droit à 5% de pertes dans le public par jour. Vous êtes très nombreux, vous n'étiez pas, c'est pour les enfants en général. Donc ça va faire 3-4 enfants aujourd'hui parce que vous êtes assez nombreux. Mais c'est la première démonstration, normalement c'est celle qui traîne le moins. Et on va pouvoir commencer par le petit rapace de notre collection. Un oiseau très commun en France, vous le connaissez sûrement, c'est le faucon cresserelle. Donc c'est une femelle qu'on vous présente, elle s'appelle Zip, elle fait 200 grammes, à peu près pour 70-80 cm d'envergure. Hein. Donc elle est à la taille du fait, cette femelle faucon cresserelle. Donc, un des rapaces les plus communs en France. Oula, le vent. Donc, on la confond par contre avec un autre rapace, on peut la confondre avec l'épervier, ce petit faucon cresserelle. Mais il est assez différenciable de l'épervier, car l'oiseau qui est devant vous, il pratique un vol très particulier, il pratique un vol stationnaire, également appelé vol en Saint-Esprit. Donc, pour pratiquer ce vol, elle se met face au vent, elle bat très fort des ailes, ainsi elle est stable dans les airs et elle repère ses proies au sol. En parlant de proies, vous vous en doutez, vu sa taille, ça ne chasse pas de très grosses proies. Hein. Principalement des petits rongeurs, des insectes et des lézards. Donc là, je vous dis, on est en présence d'une femelle à taille adulte. Il faut savoir que chez cette espèce, chez le faucon cresserelle, il existe un dimorphisme. Donc les enfants, le dimorphisme, c'est justement la différence entre le mâle et la femelle. Donc la femelle, vous voyez devant vous, marron, tacheté de noir sur quasiment tout le plumage. Le mâle, quand il sera adulte, il aura la même base, marron tacheté de noir, mais il aura la tête ainsi que le balai, donc la queue, gris bleuté. Qu'est-ce que tu as? Ah voilà, il y a un circalet dans le blanc qui nous survole. Voilà, c'est un grand rapace de 1m80 à peu près qui fait aussi le vol stationnaire. Voilà, vous avez 2 rapaces qui font le vol stationnaire. Le faucon cresserelle et le circalet dans le blanc, voilà, qui continue pas souvent.
Voilà, c'est les deux seuls rapaces qui font le vol stationnaire, sauf que lui il fait 80 cm d'envergure et l'autre il fait 1m80 d'envergure et il est blanc. C'est bon, il est parti, je Je le vois pas. un petit peu. C'était une excellente vision chez les rapaces, on l'avait pas vu, Zip l'a directement remarqué. Donc voilà, la femelle, pardon, devant vous, marron taché de noir, le mâle, la tête et la queue gris bleuté. Autre dimorphisme qui est présent cette fois chez tous les rapaces chasseurs. Donc un dimorphisme assez général pour le coup, c'est que la femelle, chez les rapaces chasseurs seulement, est un tiers plus grosse que le mâle. Un tiers plus grosse que le mâle, on l'appelle la forme parce que c'est référence à la forme de l'espèce. Et le mâle, un tiers plus petit, on l'appelle le tiercelé. Donc pourquoi cette différence de taille chez tous les rapaces chasseurs? C'est assez simple. La femelle, elle sera souvent au nid avec ses œufs ou ses bébés. Donc plus grosse, elle peut facilement le défendre à le nid contre plein de prédateurs. Et le mâle, il est plus petit, donc plus agile en vol, plus efficace pour la chasse et pourrait se nourrir toute la famille qui sera lâchée tranquillement au nid. Elle a pris le temps, voilà, un petit peu le stress du circuit et également calculer un petit peu le vent. Hein. Donc aujourd'hui, c'est une tramontane qui souffle, hein. Elle vient de sur votre gauche, la tramontane en théorie. Et la dernière chose, c'est le petit chant que vous entendez quand elle se pose sur le banc du lien ou ici. Ce petit chant fait penser à l'instrument de musique du Moyen-Âge. Là, voilà, la crécelle, d'où le nom tout simplement de faucon cresserelle. Et c'est pas la plus petite qu'on voit en France, hein. Il y a à son proche cousin le faucon crescellette. Le faucon crescellette qui est migrateur, contrairement au faucon crescelle qui est ici, hein. Lui il est sédentaire en France, c'est-à-dire qu'on le voit toute la nuit. On y va? Allez, ben regardez ça, regarde, donc là on avait des rapaces les plus communs en France. La prochaine, pour le coup, c'est le rapace le plus commun. Bah, ça passe près. Le plus commun que l'on observe en France, c'est la buse variable. Un peu plus grosse, hein. 1 mètre 20 d'envergure à peu près, pour un poids qui va de 700 grammes à 1 kg pour cette buse variable. Donc là, devant vous, voilà, vous avez le rapace le plus commun qu'on va voir en France. Hein. Donc voilà, vous avez remarqué, les rapaces, on se met souvent face au vent. Tout simplement, c'est comme les avions, hein, ils aiment toujours décoller et atterrir toujours face au vent. Donc cette fameuse buse variable, cette fameuse buse variable qui est très commune en France, on la voit très fréquemment posée le long des routes et des autoroutes sur un piquet. Oh, attention. Pourquoi elle reste très fréquemment posée? C'est un petit peu la technique de chasse de la buse variable. Elle va chasser à l'affût, c'est-à-dire qu'elle va attendre que sa proie bouge pour aller la pourchasser. Donc en parlant de chasse, elle est beaucoup plus grosse que le faucon crestel, mais elle chasse un petit peu comme lui, des petits rongeurs, des insectes et des lézards. Allez, on y va. Par contre, elle est très très opportuniste, hein. C'est-à-dire qu'elle n'hésitera pas à se nourrir justement des animaux morts qu'elle va trouver justement le long des routes et des autoroutes. Donc voilà, plus variable. C'est pour la variabilité du plumage d'un oiseau à un autre oiseau. Par exemple, Rizzi qui est devant vous, elle est noire et restera noire toute sa vie, hein. Elle ne change pas de couleur en hiver, contrairement à ce que l'on peut penser. Mais il va exister des buses variables quasiment totalement blanches. Donc buse variable, c'est vraiment pour la variabilité du plumage d'un oiseau à un autre oiseau. Donc, du coup, elle est assez compliquée à identifier parce qu'il y a beaucoup de couleurs, elle est du noir jusqu'au blanc. Donc on va vous donner 3 petits indices qui vont vous permettre d'identifier cette buse variable quand elle est en vol ou même quand elle est posée. La première chose qu'on va observer très fréquemment chez les rapaces, c'est la forme des ailes. Par exemple, la buse variable a les ailes larges, arrondies, avec le bout des ailes digité. Donc digité pour les enfants, ça veut dire que le bout des ailes il est écarté comme les doigts d'une main. Deuxième chose, c'est le balai, donc la queue des rapaces. Sur la buse variable, le balai il est en forme d'éventail. J'essaie de montrer à tout le monde sans trop déranger Rizzi. Forme d'éventail, contrairement au milan noir. Le milan noir, qu'on confond souvent avec la buse, hein, le milan noir a la queue très très fourchue, très échancrée. Et la dernière chose, c'est que la majorité des buses variables vont avoir un blé blanc sur la poitrine. Donc je dis la majorité parce que vous voyez sur Rizzi, il y a du blanc, mais c'est pas trop en forme de dais pour être honnête. Mais dans la nature, quand vous allez poser le long des routes et des autoroutes, si l'oiseau n'est pas totalement blanc, souvent la buse variable aura ce fameux blé blanc sur la poitrine. Ça passe bien. J'ai pas très concentré à faire des coups. Donc voilà, le V sur la poitrine, il faut faire penser au V de variable. Est assis ou B? Dans le monde, il y a à peu près une soixantaine d'espèces de buses.
Elles sont vraiment toutes très différentes. Donc là, on avait cette buse française européenne qui est assez peignante, assez mauvaise chasseuse. Au parc, on a la buse de Harris ou encore la buse Aquarus, qui sont toutes les deux des buses américaines, qui sont toutes debout, et excellentes chasseuses. Allez, on va revenir chez les faucons et cette fois-ci, on va vous présenter un grand faucon. Il va arriver, le voici, sur votre gauche. Il s'agit du faucon sacre. Alors le faucon sacre, comme tous les grands faucons, il est ornithophage, c'est-à-dire qu'il va se nourrir principalement d'oiseaux. On va donc simuler une chasse à l'aide d'un leurre. Le leurre, c'est ce que tient Mathieu dans les mains. C'est un mannequin de cuir où est attachée une récompense. Il simule une proie et notre faucon va devoir lancer quelques attaques afin d'essayer de l'attraper sur ta droite. Allez, première attaque. Il arrive sur la droite. Alors, ces grands faucons, ils sont taillés pour la vitesse. Regardez la forme des ailes en forme de lame de faux, du nom faucon. Un plumage également 2 à 3 fois plus léger que les autres rapaces qui leur permet une meilleure pénétration dans l'air, ainsi qu'une meilleure stabilité, surtout à de très grandes vitesses. Alors aujourd'hui, il va un petit peu se régaler, c'est son genre préféré, la tramontane qui n'a pas sauté depuis un mois. Donc on va voir ce que ça donne. En général, il se dirige face au vent. Voilà, il est face mer. Face au vent pour essayer de prendre de l'altitude et il lancera ses attaques, de préférence avec le vent de dos pour augmenter sa vitesse. Dans les bonnes conditions, ce faucon sacre, il peut passer aux environs de 150 km/h devant vous. C'est pas le faucon le plus rapide. Le plus rapide, Mathieu en a parlé tout à l'heure, il s'agit du faucon pèlerin qu'on peut observer en France. Le voici. Faucon pèlerin qui a été mesuré à des vitesses de plus de 300 km/h en piqué verticale. Allez, remontez. Alors ils alternent différents vols, du vol battu qui est un vol assez fatigant, qui demande beaucoup d'énergie. Ils vont l'alterner avec du vol plané. Le vol plané demande aucun effort. Et ce sont également des spécialistes qui volent à une certaine altitude là. Alors on va voir s'il arrive à remonter, passe à la mer, voilà. Alors ce sont des pourchasseurs, lorsqu'ils ont localisé une proie, ils ne vont pas la lâcher comme ça, ils vont tout faire pour l'attraper. Là, déjà en arrivant très vite dessus, et puis en essayant d'arriver par surprise, et pour cela ils utilisent la végétation ou les reliefs. Il se fatigue un petit peu notre faucon, il n'arrive pas trop à prendre de l'altitude. On va voir passer. T'as vu, il arrive au sol. En trajectoire qui sont calculés au millimètre près. Il était à 1 millimètre. Alors dans quelques instants, Mathieu va servir notre faucon, c'est-à-dire qu'il va lancer le leurre en l'air. Vous verrez ainsi de quelle façon ces faucons attrapent leur proie. C'est maintenant. Merci Julie. Alors, on a servi notre faucon dans la nature. Ces faucons, lorsqu'ils attrapent leur proie est quasiment morte sur le coup. Le choc est extrêmement violent. On va maintenant faire courtoisie à notre faucon, c'est-à-dire qu'on va lui laisser déguster la petite récompense qui est sur le leurre, afin de le remercier du travail qu'il a effectué. Et puis ça va également le motiver, le stimuler pour la prochaine fois. Ceux qui peuvent le voir, regardez un petit peu la posture, les yeux tout d'un grand écartés au-dessus du leurre. On dit qu'il couvre sa proie. C'est une position naturelle qu'adoptent tous les rapaces chasseurs. Une fois qu'ils ont attrapé leur proie, ils la cachent en ouvrant bien grand les ailes au-dessus, notamment pour ne pas se la faire chipper par un autre prédateur. Alors ces rapaces dans la nature, ces grands faucons vont vraiment multiplier les attaques avant de pouvoir attraper les proies, souvent par un échec. Et comme beaucoup de prédateurs, ils auront tendance à jeter leurs dévolus sur des proies malades, blessées ou affaiblies. Allez, on va de déguster, je pense que la famille les a ramenés aujourd'hui. Donc c'est le faucon sacre, que vous savez pas en France, il est originaire du Moyen-Orient et d'Asie mineure, principalement, un faucon encore très prisé par les Émirats arabes, pour chasser notamment les Arabes et Baras, un oiseau peu apprécié public. Allez, pour les prochains, on va changer un petit peu de monde, ça va aller beaucoup moins vite pour le coup. Et on va rentrer dans le monde de la nuit avec donc des rapaces nocturnes. Vous allez voir des rapaces très différents, des rapaces diurnes qu'on a commencé à avoir et qu'on continue à avoir tranquillement durant la démonstration. Donc les présentations, voilà. La première, je vais la présenter, elle est sur votre droite avec Alexandra.
C'est une chouette assez commune, elle est française, c'est la chouette effraie.